transition de l'analogique vers le numérique en Afrique francophone. La rencontre prendra fin vendredi. Présidentielle en Centrafrique, 30 candidatures validées, le dossier de l'ex-président Bozizé rejeté. Importante sécheresse causée par le phénomène El Niño. En Éthiopie, les agriculteurs appellent à l'aide. La vie de 400 000 enfants menacés. Nouvelle session d'information sur SICA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 30 candidats participeront à l'élection présidentielle en Centrafrique dont le premier tour est prévu le 27 décembre prochain. L'annonce a été faite ce mardi à Bangui par la Cour constitutionnelle de transition qui a rejeté 14 candidatures dont celle de l'ex-président François Bozizé renversée en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Plusieurs poids lourds de la classe politique, dont Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé ou encore Karim Mekachoua, figurent parmi les candidats dont les dossiers ont été validés par la Cour constitutionnelle de transition. 14 candidatures ont été rejetées, dont celle de l'ex-président François Bozizé, renversé en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Quant à la présidente de transition Catherine Samba Panza, elle ne pouvait juridiquement être candidate. La Cour a également examiné les dossiers des candidats aux élections législatives qui se présentent dans les 141 circonscriptions du pays. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est officiellement prévu le 27 décembre prochain. Ces scrutins, plusieurs fois reportés en raison essentiellement de la situation sécuritaire, doivent marquer le retour à une normalité institutionnelle dans le pays, plongé dans une crise sans précédent depuis les massacres intercommunautaires de fin 2013 et début 2014. L'organisation pratique des scrutins s'annonce complexe, notamment pour préparer et acheminer le matériel électoral dans tout le pays. Des rebelles tenant des zones de province ont menacé de s'opposer à la tenue de ces élections. Dès dimanche prochain, les Centrafricains sont appelés une première fois aux urnes pour un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Aux dernières nouvelles, des barricades ont été érigées et des tirs entendus en début de soirée de ce mardi à Bangui après l'annonce des candidatures retenues pour participer à la présidentielle prévue le 27 décembre et le rejet de celle de l'ex-président François Bozizé. Au Bénin, l'honorable Venance Ngigla, soutenu par ses militants, a déclaré à Ouidah son soutien à l'opérateur économique Sébastien Adjavant. Ceci à 3 mois de la présidentielle de février 2016. Il fait désormais partie des nombreuses personnes qui soutiennent et suscitent la candidature de l'homme. Rassemblées à son domicile à Ouidah, les populations de la 5e circonscription électorale ont répondu à l'appel de l'honorable Venance Ngigla qui les a réunis pour leur apporter un message. En effet, à quelques mois de la présidentielle au Bénin et face au silence des grandes alliances et partis, l'honorable a jugé opportun d'éclairer ses militants sur le choix à faire quant au prochain président de la République. Et c'est sans détour que l'honorable Venance Ngigla, après les avoir longuement entretenus, a dévoilé le nom de son candidat et donc de celui de ses militants réunis ce jour. Il s'agit de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavant, un choix qu'il justifie valablement. J'ai réuni mes militants et les populations pour faire l'analyse ensemble avec eux. Et en gros, ce qui se dégage aujourd'hui, c'est que c'est Sébastien Adjavant qui aujourd'hui est le cheval gagnant. Parce qu'un peu partout, quand nous faisons les sondages, tout ça là, son nom est répandu un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Étant donné que lui-même, il ne s'est pas encore porté candidat, nous avons donné un éclairage à nos militants et aux populations pour qu'ils puissent savoir exactement dans quelle direction aller. Le message étant passé, les populations se disent très satisfaites du choix de leur leader, l'honorable Venance Ngigla, un choix qui tombe à point nommé selon elle. Je ne voulais même pas venir, mais on m'y a obligé. C'est une fois sur place que j'ai appris que c'est d'Adjavant qu'on voulait me parler
Et ça me réjouit beaucoup parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le peuple et moi je le soutiens. Je dirais que c'est un sentiment de joie qui m'anime. Si l'honorable Venance avait fait autre choix, c'est pas évident qu'il soit peut-être qu'on soit avec lui. Et je pense que c'est le meilleur choix. Le reste, nous allons travailler ardemment pour que ce que nous envisageons, ce souhait-là se concrétise en réalité pour le bonheur de tous les Béninois. Ces hommes et femmes de Ouida n'attendent que l'opérateur économique Sébastien Jamin se décide et déclare officiellement sa candidature afin de s'aligner derrière lui. Toujours au Bénin, se tient un séminaire bilan sur la transition de l'analogique au numérique dans les pays d'Afrique francophone. Les travaux ont débuté ce mardi et prendront fin vendredi prochain. Le point à travers ce reportage de Génial Afouda et Juste d'Henriso. L'accord de Genève 2006, inscrit dans un traité conclu par l'ensemble des États de la zone 1 de l'Union internationale des télécommunications, prévoit que ces États membres devaient achever leur transition le 15 juin 2015. Un délai que n'ont pas respecté tous les États concernés. D'où cette concertation des acteurs de la transition de l'audiovisuel de l'analogique vers le numérique dans l'espace francophone. À travers ce séminaire, l'OIF invite ses acteurs à faire un bilan sur la dite transition. La grande majorité des pays n'ont pas réussi à respecter les délais qui étaient au 15 juin 2015 pour basculer de l'analogique vers le numérique. Pour des raisons techniques, des raisons institutionnelles, des raisons financières, ce n'est pas facile pour ces pays. Donc l'OIF est là pour les accompagner, pour faire le point. Quelles sont les difficultés et comment les aider, comment aider les États à pouvoir faire les réformes nécessaires pour aller de l'avant. Au nombre des pays ayant réussi le passage de l'audiovisuel de l'analogique vers le numérique dans l'espace francophone, la Tanzanie, l'île Maurice, le Rwanda, la Namibie, le Mozambique et le Malawi. Le président du Nigeria avait donné un ultimatum à ses généraux. Il fallait en finir avec l'insurrection de Boko Haram d'ici la fin de l'année. Mais les attaques du groupe islamiste continuent et la coalition militaire régionale chargée de le combattre peine à se mettre en place. Lors de sa campagne électorale pour la présidentielle de mars, l'ancien général Muhammadu Buhari avait promis de mobiliser tous les moyens pour vaincre rapidement l'insurrection qui ravage le nord-est du Nigeria depuis 2009. En vain, comme un défi lancé au nouveau président, les attaques ont redoublé de violence et les attentats suicides se sont multipliés dans tout le nord du Nigeria, faisant 1500 morts depuis l'investiture de Muhammadu Buhari fin mai. Nous poursuivons cette édition. Cette fois-ci, nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, président ivoirien, cherche à relancer le processus de réconciliation après un premier mandat contrasté sur ce thème. Ce mardi, le président avait au programme de recevoir les membres de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes afin que des dignitaires religieux, ainsi que des dignitaires religieux. En Côte d'Ivoire, l'opposition et la société civile accusent le pouvoir d'une justice des vainqueurs qui ne s'intéresse qu'aux méfaits des membres du camp Gbagbo et le procès fleuve devant la justice ivoirienne de 78 responsables de l'ancien régime, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, condamnée à 20 ans de prison, a ravivé donc les critiques. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré le 29 novembre la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À l'occasion, le pays a organisé vendredi dernier au siège des Nations Unies une rencontre en signe de solidarité envers la Palestine. Le compte rendu avec Tchèque Berthet. Selon les Nations Unies, les attaques odieuses, notamment à l'arme blanche, des fusillades et des attaques commises à l'aide des véhicules, les implantations inégales et les actes de violence liés à la colonisation, de même que des démolitions punitives des maisons et d'installations appartenant à des Palestiniens, font que la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est célébrée cette année à une période où la sécurité est particulièrement précaire et l'espoir au plus bas dans la région. Au Sénégal,
Le siège des Nations Unies a été le point de rencontre pour marquer la solidarité du pays au peuple de la Palestine. Une table ronde autour de la Palestine a permis d'informer l'assistance sur les martyrs du peuple palestinien. Aujourd'hui, 137 pays et organisations reconnaissent la Palestine en tant qu'État, un pas significatif pour cette panéliste. Le fait que l'UNESCO ait reconnu la Palestine, l'État palestinien il y a 2 ou 3 ans, est un pas nécessaire. Le fait que le drapeau de la Palestine flotte aujourd'hui aux Nations Unies est un pas de plus. On a des petits pas comme ça qui vont dans le sens de la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a aujourd'hui combien d'États qui ont reconnu l'État palestinien? On dit 136 peut-être États. 137 États, c'est déjà la quasi-totalité de la communauté internationale. L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal a soutenu qu'il urge de trouver une solution au conflit qui oppose son pays à l'Israël. Toutefois, il soutient que la Palestine n'accepterait plus une solution partielle. Et toute autre solution partielle, accepter un État, par exemple, comme certains le proposent, à Gaza et attendre un peu, régulariser le problème en Cisjordanie ou par la suite voir le statut de Jérusalem, toutes ces solutions et toute cette logique est totalement refusée. Cette position corrobore avec celle du président palestinien. Mahmoud Abbas, dans son discours le 29 novembre dernier, a soutenu que la Palestine veut la fin de l'occupation israélienne de sa terre d'une façon intégrale et l'accès à l'indépendance de l'État souverain et continu de la Palestine sur son territoire. Les importantes sécheresses causées par El Niño ont aggravé la crise alimentaire qui touche l'Éthiopie, ce qui signifie que près de 5,75 millions d'enfants vont devoir faire face à d'importantes pénuries alimentaires et 400 000 enfants sont menacés donc de souffrir de malnutrition aiguë en 2016 selon l'ONG Save the Children. Champs de maïs séchés sur le sol poussiéreux, des récoltes sèches, échoués et irrécupérables, des agriculteurs qui marchent sur leurs terres désespérés, ou d'autres encore contemplant une culture de tomates qui a échoué. La saison agricole 2015 en Éthiopie est un véritable désastre. Plus loin, le bétail dans la région est touché par la sécheresse et des fosses sont remplies d'animaux morts. Environ 11 millions d'enfants sont menacés par la faim, la maladie et la pénurie d'eau en Afrique de l'Est et en Afrique australe, suite à la montée en puissance d'El Niño. L'aide que nous avons reçue n'est pas suffisante pour nourrir les 8 membres de la famille pendant 15 jours. Nous sommes déjà exposés à la famine. À moins que le gouvernement ne prenne des mesures supplémentaires pour faire face à la situation et distribuer de l'aide, nous allons finir par être affamés et mourir de faim. Il n'y a plus de bétail. Plus de chèvres. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre de l'aide. La situation dans laquelle on se trouve maintenant est très critique. Les récoltes ont échoué et les tomates que nous avons plantées aussi. Nous n'avons rien maintenant. Nous sommes dans une situation très mauvaise. Outre les risques immédiats de mort et de traumatisme, El Niño peut entraîner une augmentation importante des cas de maladies comme le paludisme, la dengue, la diarrhée et le choléra, qui sont les principales causes de décès chez les enfants. Parmi les pays les plus éprouvés par El Niño figure la Somalie, où plus de 3 millions de personnes ont besoin d'assistance face à des récoltes insuffisantes et à une pénurie alimentaire. L'Éthiopie, où quelques 8,2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et 350 000 enfants ont besoin de soutien nutritionnel. L'Indonésie, les nations du Pacifique, l'Amérique centrale, le Pérou et l'Équateur sont également touchés. El Niño est un phénomène climatique lié au réchauffement des eaux de surface de l'océan Pacifique qui peut